à l'UFC Paris le 6 septembre 2025. Nous aurons en main event Nassourdine Imavov, le numéro 2 de la division des poids moyens, face à Caio Borralho, le numéro 7 de la division des poids moyens. D'un côté, nous aurons un Brésilien résistant qui bâtit tout à partir de son jab, et de l'autre côté, nous aurons un sniper français rapide, je dirais même imprévisible et toujours prêt à contrer. Ce combat ne sera pas juste un affrontement parce qu'il déterminera surtout qui des deux combattants affrontera Khamzat Chimaev pour la ceinture des poids moyens de l'UFC. Ce sont deux styles totalement opposés. Honnêtement, quand le combat a été annoncé, je me disais que ce serait du gâteau pour Nassourdine Imavov, mais avec le recul, je n'en suis plus si sûr. Je ne suis plus convaincu de cette idée initiale que j'avais parce que Caio Borralho a plus à offrir qu'on le pense ou qu'on le penserait en regardant sa façon de bouger. Il y a plus sous le capot, disons. Et on en parlera dans cette vidéo. Donc, Nassourdine Imavov a un record de 16 victoires pour 4 défaites, un no contest. Il a une allonge de 190 cm et une allonge de jambes de 106 cm. Caio Borralho a un record de 17 victoires pour une défaite, un no contest, et il a les mêmes statistiques d'allonge qu'Imavov, c'est-à-dire 190 cm d'allonge et 106 cm d'allonge de pied. Imavov a un plus gros volume de coups portés par minute, c'est-à-dire 4,45 pour 3,61 pour Caio Borralho. Par contre, Caio Borralho a un meilleur pourcentage de coups significatifs à 60% pour 55% pour Imavov. Étrangement, et c'est l'une des stats qui m'a plutôt étonné, Imavov encaisse beaucoup plus que Caio Borralho. Et on en parlera dans quelques secondes. Imavov encaisse 3,26 coups par minute pour juste 2,34 pour Caio Borralho. Au niveau de la défense de striking, Caio Borralho a 62% de défense pour Imavov qui en a juste 58%. Donc étrangement, Caio Borralho dans le striking a des stats très intéressantes qui expliquent un peu, ou du moins qui pourrait expliquer pourquoi il est aussi confiant en ses chances de battre Imavov. Dans le domaine du grappling, même si je ne pense pas que ce sera un combat qui se fera forcément dans ce domaine, mais dans le domaine du grappling, Caio Borralho a 60% de précision de takedown pour juste 32% de précision de takedown du côté d'Imavov. Pour la défense de takedown, Nassourdine a 78% de défense de takedown pour 76% pour Caio Borralho. Dans ce combat, les enjeux seront grands pour les deux combattants. Comme je l'ai déjà dit, ce sera sûrement en fonction du déroulement du combat, un combat éliminatoire pour la ceinture. Bien sûr, cette semaine, on a eu l'info comme quoi l'UFC avait validé le combat entre Renier de Ridder et Fluffy Hernandez. Donc, ce serait le deuxième combat de contender. Au final, l'UFC choisira entre ce combat et le combat entre Renier de Ridder et Hernandez. Mais tout dépendra une fois de plus du déroulement de ce combat. Ça, c'est déjà le plus gros enjeu pour les deux combattants. Maintenant, personnellement, pour chacun des combattants, celui qui aura la plus grosse pression, qui a beaucoup à gagner, qui est dans une situation, à mon avis, même si les gens disent le contraire, même si les gens croient que l'UFC n'essaie pas de la mettre à l'envers à tout le monde, en ne donnant pas un title shot à Imavov, qu'il mérite clairement. Pour moi, Imavov mérite plus que Khamzat, mais c'est juste moi, parce qu'il a fait ce qu'il y a à faire dans une division qui, bon, n'avait pas grand-chose comme mouvement. Mais oui, celui qui aura le plus gros enjeu ici, c'est Nassourdine Imavov, parce que s'il gagne ce combat sur une décision, la probabilité que l'UFC le choisisse pour affronter Khamzat est faible. Disons juste les choses comme elles sont. Toute personne qui suit un peu la façon dont l'UFC place ses pions lit clairement que l'UFC ne sent pas trop un Imavov Chimaev. Mais si Imavov arrive à se débarrasser de Caio Borralho dans le premier, le deuxième, le troisième round, ou il arrive à se débarrasser de Caio Borralho sur quelque chose de spectaculaire, l'UFC pourrait bien choisir Imavov pour un combat face à Chimaev. Je pense que ce serait le seul moyen qu'a Nassourdine Imavov de finir dans un combat face à Chimaev, parce que une fois de plus, si tu mets KO Israël Adesanya et tu n'obtiens pas de title shot, il y a très peu de personnes que tu pourras mettre KO dans cette division pour obtenir le même résultat, du moins pour obtenir un title shot. C'est-à-dire mettre KO Israël Adesanya, c'est techniquement le dernier niveau. Donc le fait qu'il n'ait pas eu de title shot ou de chance pour combattre pour la ceinture après un KO sur Israël Adesanya, c'est déjà très grave, honnêtement. Parlons un peu plus de chacun des combattants. Commençons avec Caio Borralho. Caio Borralho est un cas intéressant, du moins pour moi, parce que le niveau de compétition qu'il a affronté, à mon avis, n'est pas suffisant
suffisant pour qu'il se retrouve dans ce type de situation. Je le trouvais aussi très suspect sur son mouvement. Des fois, il se retrouve à des endroits dans une position où normalement tu ne devrais pas te retrouver. Comme par exemple, il va sauter pour rentrer en distance pour t'avoir, ou bien il va hésiter quand il veut envoyer un genou ou un low kick et il est en distance. Donc si tu es rapide, comme par exemple Imavov l'est, tu peux l'avoir. Donc il y avait tous ces petits détails que je voyais, mais je me disais, je ne suis pas sûr par rapport à ce gars. Imavov est clairement au-dessus, à mon avis. Mais après y avoir réfléchi, il a quand même ses chances. Caio Borralho est un combattant résistant. C'est un gaucher, ce qui change en fait toute la stratégie et tout ce que tu es censé implémenter contre lui en tant que droitier, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, très souvent les gauchers seront dans la plupart du temps dans des situations où ils affrontent des droitiers, donc c'est plus simple pour un gaucher d'affronter un droitier que pour un droitier d'affronter un gaucher. Étrangement, ce que j'ai constaté avec Caio Borralho, c'est qu'il a tendance en fait à réellement bâtir tout ce qu'il fait à partir du jab. Autre chose qui était très bizarre à constater chez Caio Borralho, c'est que son jab, il touche vraiment ses gardes avec son jab. Donc après, je me suis dit, tu trouves son mouvement bizarre, tu trouves son mouvement, sa façon des fois de sautiller, de rentrer en distance, bizarre et dangereuse. C'est toujours dangereux, mais le gars, il touche. Donc à partir de là, je me suis dit, ce n'est pas qu'il fait forcément des erreurs ou qu'il fait des choses qui ne sont pas conseillées, c'est que c'est un combattant qui n'est pas conventionnel en réalité, parce que par exemple dans ce combat face à Cannonier, il touchait constamment Cannonier avec ce jab, constamment, ce qui expliquerait sa stat de 60% de coups significatifs. C'est ça qui explique cette stat, parce qu'il bâtit tout à partir de son jab, et la façon dont il met son jab, c'est qu'il arrive toujours à trouver la ligne de mire. Ce que je veux dire là, c'est ce que j'appelle souvent l'axe, la ligne centrale. Et comment il y arrive? C'est parce que déjà, il a le flair pour trouver cette ligne en tant que gaucher face à un droitier. Et dans ce type d'affrontement, le contrôle de la main avant est extrêmement important. Je dirais même que c'est vital. Donc, la façon dont il arrive en fait à toucher avec son jab, c'est que avec son contrôle avant de la main, une fois qu'il contrôle ta main, il fait très souvent passer son jab juste vers l'intérieur. C'est-à-dire, il va contrôler et juste après, il va rentrer. Donc, c'est peut-être pour ça que ça le pousse en fait à sauter parce qu'il ne peut pas réduire à petits pas la distance. C'est un truc qu'il doit faire en une demi-seconde. Et il touche les gardes avec. Il touche vraiment les gardes avec. Et honnêtement, le striking de Borralho est bâti en fait sur ces principes. Donc c'est pour ça que j'étais étonné, parce que je pensais que c'était quelqu'un qui était résistant, qui s'est un peu retrouvé là où il s'est retrouvé parce qu'il a été résistant, il a pu taper les gars, bref. Mais c'est quelqu'un, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a vraiment un plan, qui a une stratégie et qui a une façon de striker qui peut être dangereuse si tu n'es pas habitué à ça. Si tu n'es pas habitué à te faire contrôler la main avant, à te prendre des jabs juste dans l'axe, après un contrôle de la main. Si tu n'es pas habitué à ce que ta tête, à chaque fois que tu as la bouger, elle est directement alignée avec le bras arrière de ton adversaire, ça peut être quelque chose de très compliqué à gérer, très compliqué à gérer. Mais bien sûr, il y a des principes pour contrer tout ça et on va en parler dans quelques secondes quand on parlera du game plan de Nassourdine Imavov. Et je pense que c'est quelqu'un qui comprend, à ma grande surprise, il comprend en fait les principes de combat qu'un gaucher doit implémenter quand il affronte un droitier. Et bien sûr, au début, j'ai parlé de la stat de défense de takedown. Il a 62% de défense de striking. Mais c'est parce que il est très prudent défensivement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il se fait attaquer, bon déjà, il y a toute l'histoire de la main, de sa main avant, qu'il fait vraiment sortir. Bon, ça aussi, c'est un peu une faiblesse, mais c'est la première barrière de sa défense. J'en parlerai après de en quoi c'est une faiblesse. Mais c'est la première barrière de sa défense. Et quand tu rentres, il sait en fait que ton bras arrière sera sûrement aligné avec sa tête. Donc la première chose qu'il va faire, c'est protéger son côté gauche, parce que son bras arrière est du côté gauche. Mais comme en général, il va se retrouver dans des positions où il est le gaucher, l'autre est le droitier, je vous ai déjà dit, les deux bras arrière sont alignés. Donc il protège vraiment sa tête. Et en plus de protéger sa tête, et c'est la plus grosse surprise que j'ai eue, il a un roulement d'épaule, je dirais de très bon niveau. Il y a eu des séquences où j'avais l'impression que le gars était Dustin Poirier ou que le gars était Topuria face à Josh Emmett, littéralement. J'avais cette impression. Et le truc avec le roulement d'épaule, c'est que c'est tellement dur. Si tu as le bon timing et tu sais comment le faire, tu es pratiquement intouchable. Des gars comme Floyd Mayweather ont bâti toute une carrière avec le roulement d'épaule. Et il y a plein de combattants, même
à l'UFC qu'il utilise. Comme j'ai dit, Dustin Poirier, ça faisait vraiment partie du game plan de Topuria face à Josh Emmett, par exemple. Et Caio, il a ce roulement d'épaule. Et dans ce combat, je pense que c'est quelque chose que Imavov devrait vraiment prendre au sérieux, parce que la puissance d'Imavov, des fois, il s'engage et il se surengage. Donc, si tu te retrouves dans une situation où tu as Caio qui te met un sale roulement d'épaule et se retrouve sur le côté, alors que toi, tu es encore surengagé dans ton 1-2, ça peut être très, très compliqué. Et je pense que la défense de Caio vient de là. Il a déjà ses mains qu'il met dans l'espace et tu dois passer à travers ses mains. Quand tu veux mettre ton bras arrière, ou bien si tu essaies de mettre ton bras arrière, il a déjà vraiment bloqué tout ce côté gauche parce qu'il y est habitué, et sûrement le principe que j'explique, il le connaît. Il a déjà bloqué son côté gauche, et si tu reviens maintenant à l'autre coup, il va te sortir un sale roulement d'épaule, se retrouver sur le côté. Et je pense que c'est l'une des choses qu'il fait bien, et je pense que c'est de là que vient ces 62% de défense dans le striking et ces 2,3% ou bien ces 2,3 coups absorbés, ce qui est plutôt bas. Maintenant, parlons de Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov, dans le temps, il y a des gens qui lui disaient qu'il n'avait pas de puissance, qu'il ne mettait pas les gens KO, ce type de choses. Moi, je peux vous dire qu'il a développé cette puissance. Pour une quelconque raison, il l'a développé. Bon, pas pour une quelconque raison, il a sûrement travaillé, ils ont sûrement fait des choses précises pour qu'il développe cette puissance. Et ce 1-2 qu'il aime bien spammer, et il a raison de spammer parce qu'il est extrêmement rapide sur le 1-2. Et ce 1-2 sonne comme un fusil à pompe. Donc, même si tu sais que ça arrive, même si tu te doutes que ça arrive, ça rentrera. Donc il a, à mon avis, raison de le spammer. Donc des gens lui faisaient le procès de ne pas avoir de la puissance. Là, moi, je pense qu'il a développé quand même beaucoup de puissance. Il a mis KO Adesanya, il a fait sérieusement tituber Cannonier. Et en plus d'avoir développé cette puissance, il est rapide sur le 1-2. Moi, je trouve qu'il est très rapide, très vif, très puissant. Par contre, je l'avais déjà dit dans certaines de mes vidéos, je pense dans certaines anciennes analyses, sa position de combat est très susceptible au low kick. Je ne sais pas si Borralho, parce que Borralho n'en utilise pas trop, c'est pas forcément quelque chose que Borralho utilise activement, mais je l'ai souvent dit, si la position de combat d'Imavov, la façon dont il est sur le côté très karatéka, c'est très très susceptible au low kick. Dans certains combats, il essaie de parer ça en rentrant directement quand on essaie de lui mettre des low kicks, parce qu'il est rapide. En fait, il est vraiment plus rapide que ses adversaires. Et moi, honnêtement, des fois, je me pose la question, la rapidité, c'est quelque chose qui diminue avec l'âge. Je me dis, quel type de combattant il sera s'il n'a plus cette rapidité pour faire ce in and out? Parce qu'il est vraiment rapide sur le in and out. Il est puissant. Contre la cage, il a une très bonne défense de takedown. Son jeu de jambes est bon. Il crée aussi des angles pour avoir ses adversaires. Il le fait souvent à travers son mouvement. Mais il a des moments où il ressort juste en ligne droite. Et si, par exemple, tu arrives à mettre un double jab, tu peux définitivement avoir Imavov. Tu peux vraiment l'avoir. Il suffit juste, en fait, de le poursuivre assez vite quand il essaie de ressortir. Et pendant qu'il est en train de ressortir, il est plutôt vulnérable et tu peux vraiment l'avoir. Et je pense que c'est l'une des choses dans lesquelles Caio Borralho devrait investir, parce que s'il laisse en fait Imavov initier, ce sera compliqué. S'il laisse en fait Imavov initier, heureusement pour lui, Imavov, c'est pas vraiment le style d'Imavov. Imavov est plus un contreur. Il attend, il te regarde, il essaie de te contrer. Mais quand il décide d'initier, il est dur à suivre. Et la façon de le suivre, c'est quand il ressort en ligne, il faut le suivre. Tu dois le suivre. Et il y a une séquence où Cannonier le fait, où Cannonier le suit avec un double jab. Et Imavov est totalement vulnérable en fait dans la situation et Cannonier arrive à mettre son bras arrière. Cannonier a quand même souffert, mais aux deux combattants, il a quand même montré certaines choses qui peuvent être exploitées chez ces deux combattants. Maintenant, que serait une analyse d'un combat d'Imavov sans parler du cardio? Ce ne serait pas vraiment une analyse d'un combat d'Imavov si on n'en parlait pas. Dans le sens où le plus gros danger que moi je vois, ou l'un des plus gros dangers que moi je vois pour Imavov ici, même s'il est plus rapide, il est clairement plus puissant, c'est le cardio. Parce que Borralho, il a le cardio pour 5 rounds. Il est vraiment allé 5 rounds avec Cannonier, vraiment. Et aussi, il a la résistance. Dans le combat entre Joaquin Buckley et Imavov, Imavov était exceptionnel dans le premier et dans le deuxième round. Au troisième round, il a commencé par regarder la montre. Il a commencé par regarder les écrans, il a commencé par regarder la montre. Et Dieu merci pour lui, Joaquin n'était pas aussi dangereux qu'il est maintenant, sinon ce serait fini très mal parce que dans ce troisième round, Joaquin Buckley lui créait beaucoup de problèmes. Dans son combat face à Cannonier,
il a fini canonnier au 4e round, mais il était vraiment soulagé que l'arbitre s'interpose entre canonnier et lui, et l'arbitre dit c'est fini, tu as eu canonnier. Il était vraiment soulagé, ça se voit sur son visage. Dans certains combats, son coach lui a déjà mentionné plusieurs fois qu'il devrait ralentir la cadence à cause de son cardio. Donc clairement, Imavov a tendance à se fatiguer. Donc si Borralho va au 4e ou 5e round avec Imavov, je verrai vraiment Borralho prendre le dessus. Maintenant, quelles sont les voies de la victoire? Parlons un peu plus de comment Imavov peut se débarrasser de Borralho et de comment Borralho pourrait se débarrasser d'Imavov. Imavov, clairement, avec ses attaques en ligne, entrée, sortie, et sa vitesse à exécuter en fait ce type d'attaque, il sera un gros danger pour Borralho. Il sera vraiment un gros danger pour Borralho, surtout que parce qu'ils seront dans une position gauche-droite, ce sera encore très juteux pour Imavov parce que tout est aligné, en particulièrement sur le 1-2, son bras arrière, il a juste à le mettre dans l'axe, la tête de Borralho sera là. Mais c'est un principe que Borralho aussi comprend, c'est un principe qu'il comprend, on va en parler dans sa partie, mais le 1-2 sera vital. Maintenant, est-ce que Imavov va se débarrasser de Borralho avec ce 1-2? Fort possible, parce qu'il est en train de développer cette puissance et s'il connecte proprement, ça pourrait vraiment mal finir pour Borralho. Mais pour mettre ce jab, il y a quelque chose qu'Imavov devra faire, c'est qu'il devra passer à travers la première ligne de défense de Borralho pour pouvoir exécuter ce qu'il veut exécuter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que le problème avec Borralho, c'est qu'il a, comme on l'a déjà dit, une première ligne de défense avec ses mains qui sortent. Il essaie de contrôler la main avant de son adversaire, ce type de choses. Imavov devra en fait pousser Borralho à avoir cette réaction pour ensuite, en deuxième temps, mettre ce qu'il a à mettre. Parce que ce qui a constaté avec Borralho, c'est qu'il réagit beaucoup aux feintes. Beaucoup. Tu fais quelque chose, il va sortir ses mains. Et à partir de là, s'il sort ses mains, tout ce que tu as fait, c'est de frapper ou ses mains ne sont pas. C'est littéralement ça. C'est pour ça il a été conseillé d'un peu trop réagir aux feintes. Et ici, je vois que c'est quelque chose qu'Imavov pourrait faire. Mais d'un autre côté, le problème que j'ai, c'est que en regardant les combats d'Imavov, il me donne pas l'impression d'être un gros amateur de feintes ou d'être quelqu'un qui mise sur les feintes. Il mise surtout sur sa rapidité, sur la rapidité, la puissance de ce qu'il va exécuter. Mais je pense que ce serait bien d'ajouter d'autres couches de complexité à ce qu'il fait en ajoutant des feintes, parce qu'on est pratiquement sûr que Borralho va y réagir. Et jusqu'après une réaction à ces feintes, pendant un laps de temps, il n'est pas en mesure de contrer, de faire quoi que ce soit. En fait, c'est ça. Les séquences dans lesquelles Borralho excelle, c'est quand il met son jab, il attend ton contre, il a déjà anticipé en bloquant son côté gauche, il remet quelque chose, shoulder roll, c'est-à-dire ça suit des étapes. À mon avis, la première mission d'Imavov, ce sera de passer en fait cette première ligne de défense qui est le combat des mains avant et les feintes. Parce qu'il Borralho sort littéralement ses mains. Donc ça, ce serait vraiment un gros enjeu pour Imavov. Il pourrait compter sur sa vitesse, sur le in and out. Mais à mon avis, j'aime bien quand il y a un peu plus de couches. Oui, tu peux de temps en temps compter sur ta vitesse, mais de temps en temps, tu peux le stresser avec des feintes. Il sort ses mains, tu frappes où ses mains ne sont pas. Et à partir de là, tu peux même ajouter des angles. Tu peux frapper d'un angle. Tu peux ajouter en fait plusieurs couches. Pas juste le in and out. On met un 2 rapide, puissant, on ressort. À un niveau, il va sûrement comprendre ce qui se passe et il va sûrement contrer ça. Maintenant, pour les low kicks, comme la position sera ouverte, les low kicks seront gratuits, comme j'aime bien dire. Les low kicks seront gratuits, les middle seront gratuits. Mais une fois de plus, est-ce que Imavov utilise souvent des low kicks, des middle? Pas vraiment. En fait, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'Imavov se prive de certaines armes qu'il pourrait utiliser. Alors qu'ici, avec la position ouverte, ce serait bien d'occuper ce fameux côté gauche de Caio Borralho avec des middle. Imavov peut parler avec Benoît Saint-Denis. C'est la spéciale de Benoît. Il aime bien ces petits middle. Donc, il pourrait mettre des middle parce que la position sera ouverte. Il peut de temps en temps mettre des middle. Il peut aussi mettre des kicks. Je sais qu'il a en fait... Je sais qu'il a de bons front kicks et aussi qu'il avait utilisé face à Joaquin Buckley des oblique kicks. Ici, ce sera très utile. Je pense que ce sera vraiment utile parce que, comme on l'a dit, la main avant de Caio sera là et sa jambe avant aussi sera là. Donc, des oblique kicks ici, ce sera très utile pour Imavov et il a déjà l'habitude de le faire. Donc, je pense que c'est une arme qu'il devrait ramener. Avant, il le faisait beaucoup. Le problème avec les oblique kicks, c'est que des fois, ça peut te laisser vulnérable, mais c'est quelque chose qu'il devrait ramener pour ce combat. Maintenant, parlons un peu plus de la voie de la victoire pour Caio Borralho. Pour Caio Borralho, je pense que déjà, la première chose serait d'essayer d'avoir Imavov au cardio. Il faudrait qu'il amène Imavov dans ce 4e et dans ce 5e
round, parce que c'est pratiquement sûr que d'un point de vue résistance, il aura le dessus. Et je pense que Borralho devrait vraiment utiliser ici son jab et forcer en fait Imavov dans ce combat des mains avant. Après, pour Borralho, ça peut être un peu compliqué, ça pourrait être un peu compliqué parce que Imavov se bat quand même maintenant avec sa main avant plutôt basse, c'est-à-dire toutes ces attaques vont un peu du bas, mais je pense que dans ce combat, les mains devraient être un peu plus hautes, elles devraient être un peu plus hautes parce que si elles ne sont pas hautes, ça laissera tout un boulevard en fait à Borralho. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que Borralho, il devrait forcer Imavov dans ce type de configuration parce que Imavov est droitier et il n'est probablement pas habitué à combattre autant les gauchers à ce niveau. Il peut le faire dans la salle ou à l'entraînement, mais à ce niveau, la dernière fois qu'il a combattu un gaucher, je pense que c'était Joaquin Buckley et c'était quand même chaud. C'était quand même chaud. Ce n'était pas aussi simple pour Imavov, surtout au troisième round face à Joaquin Buckley. Défensivement, Caio, je pense qu'il devrait être très prudent défensivement. Et une fois de plus, ce qu'il devrait faire ici pour vraiment créer des problèmes à Imavov, c'est vraiment suivre en fait Imavov sur le in and out. Il ne doit pas en fait arrêter le mouvement. C'est-à-dire quand Imavov lui met quelque chose et essaie de ressortir en ligne droite, parce qu'il y aura des séquences. C'est pas tout le temps qu'Imavov ressort sur un angle. Il y aura des séquences où Imavov va sûrement essayer de ressortir en ligne droite. Et à partir de là, il faudra le suivre et il faudra mettre encore une attaque de deuxième et de troisième niveau sur Imavov. Et c'est pratiquement sûr que dans ces moments, il aura Imavov. Parce que très souvent, c'est dans ces moments que plusieurs des adversaires d'Imavov l'ont eu. Il ne doit juste pas subir le in and out. Et aussi la ligne centrale, il doit faire attention. Bon, déjà, il protège déjà très bien son côté gauche. Donc même là, ça pourrait être un peu compliqué pour Imavov de mettre le 1-2. Mais c'est vraiment dans le combat qu'on verra ça. Donc pour Caio, c'est plutôt simple. Il doit continuer à être très prudent défensivement. Mais ce qu'il devrait faire de plus ici, c'est vraiment suivre Imavov quand il tente ce in and out. Il ne doit juste pas le laisser rentrer, lui mettre ce qu'il y a, lui mettre et ressortir. Non, ça ne doit pas être comme ça. Et bien sûr, il doit vraiment faire durer le combat. Il doit essayer d'amener Imavov au 4e, au 5e round. Et je pense que c'est vraiment dans ces eaux que ses chances augmenteront. C'était une longue analyse de ce combat. Si vous avez aimé mon avis sur ce combat, mon analyse et mes pistes de victoire pour les deux combattants, dites-le moi dans les commentaires, aimez, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.